Dans la suite de ce paragraphe sur la comparaison série intégrale, donc on va utiliser cette technique pour étudier ce qu'on appelle les séries de Riemann, qui seront le deuxième exemple de référence du cours, après les séries géométriques. Alors la principale différence avec les séries géométriques, c'est qu'on sait quand est-ce que ces séries convergent, mais on ne sait pas calculer leur somme. Mais ça va donner, pour les théorèmes de comparaison de séries à termes positifs, on va très souvent utiliser les séries de Riemann, vous allez voir, grâce aux croissances comparées et à d'autres choses. Alors, donc, ce qu'on appelle une série de Riemann, c'est on prend alpha un réel et on regarde la série de termes générales 1 sur n puissance alpha. Donc on a déjà vu des exemples. Pour alpha égale 1, ça fait la série harmonique qui diverge. Pour alpha égale 2, ça fait la série des 1 sur n carré, on a vu qu'elles convergent. Et pour alpha égale 1 demi, ça fait la série des 1 sur racine de n, on a aussi déjà montré qu'elles divergent. Bon bah là, c'était que des cas particuliers. Donc l'objet du théorème 21, c'est qu'une série de Riemann converge si et seulement si le paramètre alpha est strictement plus grand que 1. Et donc par contraposé, la série de Riemann de terme général 1 sur n alpha diverge si et seulement si alpha est inférieur ou égal à 1. Donc voyons voir la démonstration. Donc on va faire plusieurs cas. Alors premier cas, si alpha est strictement négatif, alors alpha est égal à moins sa valeur absolue. Donc 1 sur n puissance alpha, ça fait n puissance valeur absolue de alpha. Donc quand n tend vers l'infini, le terme général tend vers l'infini, qui n'est pas égal à 0 bien sûr. Et donc cette série est grossièrement divergente. Quand alpha égale 0, cette fois 1 sur n puissance alpha, ça vaut tout le temps 1, c'est une suite stationnaire, donc cette suite converge vers 1, qui n'est pas nulle. Donc encore une fois, on a une série qui est grossièrement divergente. Et maintenant, on s'attaque au cas où alpha est strictement positif, donc c'est là où c'est plus compliqué, puisque là, 1 sur n puissance alpha converge vers 0, donc on ne peut rien en déduire sur la nature de la série. Et là, donc, on va procéder par comparaison avec une intégrale. Donc on note f, la fonction qui a t associe 1 sur t puissance alpha. Quand alpha est strictement positif, elle est décroissante, donc on peut le redémontrer, c'est une fonction dérivable, et sa dérivée est négative. Donc comme elle est décroissante, si on se place sur l'intervalle n plus 1, on a f de n plus 1 plus petit que f de t plus petit que f de n. On intègre entre n et n plus 1. À gauche et à droite, donc on intègre une constante. Et au milieu, alors là il y a une petite difficulté qui apparaît, c'est qu'une primitive de 1 sur t puissance alpha, c'est... Alors 1 sur t puissance alpha, c'est t puissance moins alpha. Et une primitive de t puissance moins alpha, c'est t puissance moins alpha plus 1 divisé par moins alpha plus 1. Sauf si par malheur alpha égale 1, puisqu'une primitive de 1 sur t, c'est ln de t. Et cette formule n'a pas de sens quand alpha égale 1, parce qu'on divise par 0 ici. Donc on est obligé d'exclure le cas alpha égale 1 de notre calcul pour le moment. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ça. Donc là on calcule notre intégrale. Et on se retrouve avec cet encadrement. Donc ensuite on poursuit comme on a appris. On fait des sommes d'inégalités. Donc on remplace des n par k et on somme de 1 à n. Donc à droite on voit apparaître les sommes partielles de rang n de notre série de Riemann. Au milieu une somme télescopique. Et à gauche, changement d'indice puis relation de Schall, on fait apparaître nos sommes partielles. On réécrit l'inégalité avec Sn au milieu, et on a un encadrement de Sn. Et là, donc, il faut encore envisager plusieurs cas. Donc, pour l'instant, alpha était strictement positif et différent de 1. Donc, premier cas, quand alpha est strictement plus grand que 1, donc ici, 1 moins alpha, c'est une puissance négative, donc ce terme tend vers 0. Alpha, c'est positif, donc ce terme tend vers 0. Donc, ce terme tend vers alpha plus 1. Donc, ce terme a une limite finie. Et donc, la suite Sn, par l'absurde, ne peut pas diverger vers plus l'infini. Puisque par l'absurde, si Sn tend vers plus l'infini, par le théorème de minoration, ce terme tend vers plus l'infini. Or, on a vu qu'il tend vers alpha plus 1. Donc cette suite ne peut pas diverger vers plus l'infini. Comme ce sont des sommes partielles d'une série à terme positif, ou comme donc elles forment une suite croissante,
Si elles ne divergent pas vers plus l'infini, c'est qu'elles sont convergentes. Et comme Sn sont les sommes partielles de cette série, si les sommes partielles convergent, par définition, on dit que la série est convergente. Alors, deuxième cas, c'est quand alpha est strictement entre 0 et 1. Donc cette fois, 1 moins alpha, c'est positif, donc ce terme tend vers l'infini. Et donc ce terme, il y a un moins devant, ça fait moins l'infini, mais alpha moins 1 est négatif, donc ça fait plus l'infini. Donc là, j'utilise la partie gauche de l'inégalité. Ce terme tend vers plus l'infini, donc par le terme de minoration, Sn tend vers plus l'infini. Et donc la série est divergente. Et il reste le cas alpha égale 1. Or bon, on pourrait reprendre le calcul à partir d'ici, et une primitive de 1 sur t, c'est ln de t. Mais en fait, on l'a déjà étudié. C'est la série de termes générales 1 sur n, donc la série harmonique. On a déjà montré qu'elle est divergente, donc on ne va pas le refaire ici. Donc en conclusion, la série converge si et seulement si alpha plus grand que 1. Donc on a bien montré l'équivalence, puisqu'on a montré que quand alpha est strictement plus grand que 1, la série converge, et quand alpha est inférieur ou égal à 1, on a montré que la série diverge. Alors attention, il ne faut pas confondre la série de termes général 1 sur n puissance alpha et la série de termes général 1 sur alpha puissance n. Donc ça, c'est une série de Riemann. Ici, c'est une série géométrique de raison 1 sur alpha. Donc quand n est la puissance, c'est une série géométrique. Quand c'est n puissance quelque chose, c'est une série de Riemann. Alors, donc, quand alpha est strictement plus grand que 1, on peut définir la somme de notre série. Alors, on note souvent zeta de alpha, ça c'est la lettre grecque zeta. Et donc, ça vous définit une fonction pour tout alpha strictement plus grand que 1, qu'on appelle la fonction de Riemann. Alors, cette fonction, elle est reliée à de nombreux problèmes, notamment sur les nombres premiers, pour lesquels il y a une prime de 1 million de dollars qui est proposée, mais il y a une fameuse conjecture qui s'appelle la conjecture de Riemann que personne n'a encore su résoudre. Et bien sûr, on ne sait pas calculer zeta en fonction de alpha, autrement qu'avec cette formule. Alors, sauf en des points particuliers, par exemple si alpha est un entier pair, on sait faire le calcul. Une formule que vous allez souvent rencontrer, c'est que quand alpha égale 2, donc la somme de la série des termes générales 1 sur n carré, ça fait pi au carré sur 6. Donc ça, on pourra le démontrer en TD. Il ne faut pas le connaître par cœur. Alors c'est assez surprenant de voir apparaître pi, alors qu'on n'a que des entiers au départ. Alors, ces séries de Riemann, elles vont permettre d'utiliser fréquemment les théorèmes de comparaison pour des termes généraux de série pour lesquels on peut utiliser les croissances comparées. Donc les croissances comparées, c'est quand on a du n puissance alpha log de n puissance bêta exponentielle moins gamma n. Donc quand vous allez avoir des puissances de n, des logarithmes et des exponentielles, eh bien il faudra essayer de comparer avec une série de Riemann. Donc on va expliquer ça. Donc on suppose que un est une série à termes positifs. Alors on va la multiplier par des n puissance alpha. Donc si n puissance alpha un tend vers 0 et que alpha est strictement plus grand que 1, c'est gagné. Alors explication. N puissance alpha fois un, c'est pareil que un divisé par 1 sur n puissance alpha. Et donc si la limite est nulle, c'est que un est négligeable devant 1 sur n puissance alpha. Comme alpha est pris plus grand que 1, la série de Riemann de termes général 1 sur n puissance alpha converge. Et donc par comparaison de séries à termes positifs, je sais que la série de termes général un converge. Donc ces deux conditions donnent la convergence de la série en fait. Alors un peu plus général, si vous ne trouvez pas 0 ici, mais vous trouvez une constante, on fait le ramassonnement, mais on remplace le petit o par un grand O, puisqu'ici vous avez que n puissance alpha un a une limite finie, et on a montré qu'une suite convergente est bornée. Donc on peut remplacer petit o par grand O. Alors, autre cas, c'est cette fois la limite est infinie, et la puissance est strictement plus petite que 1. Alors, on peut même mettre inférieur ou égal à 1, si alpha égale 1, ça marche aussi. Donc, là, si n puissance alpha un tend vers l'infini,
vous faites 1 sur n puissance alpha divisé par un, donc la fraction dans l'autre sens. Ça fait 1 divisé par n alpha un, ça fait 1 sur plus l'infini, ça tend vers 0. Donc cette fois, c'est 1 sur n alpha qui est négligeable devant un. D'accord? C'est inversé par rapport à ici. Alors, comme alpha est inférieur ou égal à 1, la série de Riemann, cette fois, elle diverge. Et donc, par comparaison de séries à termes positifs, on sait en déduire que la série des UN diverge. Donc, ces deux conditions prouvent la divergence de la série. Alors, malheureusement, ces raisonnements, il faut les refaire à chaque fois. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de passer de la première ligne à la dernière. Il faut rajouter les 3 lignes qui sont là. Et même chose ici. Vous n'avez pas le droit de passer de la première ligne à la série converge. Il faut tout réexpliquer. La condition sur alpha pour que la série de Riemann converge et la comparaison de séries à termes positifs. Donc, ce qu'il faut très bien comprendre ici, c'est qu'on calcule une limite, mais on ne calcule pas la limite de un. Donc, on va rappeler, si vous trouvez qu'un tend vers 0, eh bien, on ne peut rien en déduire sur la nature de la série. Parce que on a tendance à avoir envie de dire que la série converge, mais c'est faux. Si vous prenez la série harmonique de terme général 1 sur n, ça converge vers 0, mais la série des 1 sur n diverge. 1 sur n carré, ça converge vers 0, mais la série des 1 sur n carré converge. Donc on peut avoir les deux cas. Donc quand on a ça, ce n'est pas utilisable. Mais nous, on multiplie par une puissance de n. Alors, le plus simple, qu'on va quand même, dans 90% des cas, pouvoir utiliser, c'est vous multiplier par n carré. Alors, si n carré un tend vers 0, eh bien, un est négligeable devant 1 sur n carré. Donc, par comparaison avec la série des 1 sur n carré, vous obtenez que la série des un converge. Donc, ça se ressemble, mais si vous mettez rien devant un, ce n'est pas utilisable, il faut mettre n carré. Donc là, on a obtenu un critère assez simple. Un calcul de limite permet de dire si une série converge. Mais il faut rajouter quelque chose devant le terme général. Donc, on va voir des exemples. Alors, ce qu'on a vu dans les explications précédentes, c'est que si un est un grand taux de 1 sur n carré, ça prouve que la série converge. Par contre, si un est un grand taux de 1 sur n, le théorème de comparaison ne s'applique pas, on ne peut rien en conclure. Mais si c'est dans l'autre sens, si 1 sur n est un grand taux de un, comme la série des 1 sur n diverge, là on peut dire que la série des 1 sur n diverge. Ça, c'est simplement l'utilisation du théorème de comparaison avec un grand taux. Ensuite, je vous ai dit donc le critère, c'est-à-dire les petits raisonnements qui sont là, il faut les redémontrer à chaque fois. Donc on va avoir deux exemples de séries. Vous voyez, c'est un peu compliqué avec du logarithme. Donc là, la méthode qui consiste à calculer les sommes partielles ou à encadrer les sommes partielles ne marche pas du tout puisqu'on ne sait pas faire. On ne peut pas comparer avec une série géométrique non plus. Donc là, on va essayer de comparer avec une série de Riemann. Alors, première série, donc le terme général, c'est log de n au cube sur n carré. Donc il faut que n soit plus grand que 1. Donc déjà, on voit que c'est une série à terme positif. Alors, si je la multiplie par n carré, ce terme disparaît, il reste log de n au cube, ça tend vers l'infini. La méthode échoue puisqu'on veut que ça tende vers 0. Donc là, je vous ai mis un exemple un peu plus compliqué. Il faut que je trouve une puissance plus grande que 1. Donc là, je mets n puissance alpha, et je veux que ça tende vers 0. Donc dans 90% des cas, on prend alpha égale 2, mais ici ça ne marche pas. Alors j'ai pris 1,5. 1,5, c'est bien plus grand que 1, strictement. Donc si je multiplie par n puissance 3,5, il reste log de n au cube sur racine de n. Donc là, comme il nous reste du racine de n en bas, cette fois ça tend vers 0, c'est le théorème de croissance comparée. Donc je peux en déduire que un est négligeable devant 1 sur n puissance 3,5. Comme 3,5 est strictement plus grand que 1, la série de Riemann de terme général 1 sur n puissance 3,5 est convergente. Et donc par comparaison de séries à terme positif, la série de terme général un converge. Donc, vous voyez, grâce à une croissance comparée, on a prouvé la convergence de notre série. Et encore une fois, par contre, on ne sait pas calculer sa somme. Alors deuxième exemple, cette fois c'est log de n puissance 12 sur racine de n.
Alors à cause du racine de n en bas, la puissance de n est strictement plus petite que 1, on peut se dire que ça va plutôt diverger. Donc on essaye de multiplier par n puissance alpha et qu'on ait une limite infinie. Eh bien, on choisit racine de n. Donc si je fais racine de n un, ça fait log de n puissance 12, ça tend vers l'infini. Donc si je passe à l'inverse, 1 sur racine de n un, ça tend vers 0. Et donc 1 sur racine de n est négligeable devant un. Mais ici, c'est 1 sur n puissance alpha avec alpha égale 1,5. 1,5 est inférieur ou égal à 1. Donc la série de Riemann de terme général 1 sur racine de n diverge. Et donc par comparaison de série à terme positif, j'en déduis que la série des un est divergente. Donc là encore, un simple calcul de limite a permis d'étudier la nature de la série.